Le camp américain, situé dans la boucle de l'île au Bas-Chamier, est aujourd'hui un terrain vague de plus de 5 hectares. Sa transformation débutera en 2020 avec la construction d'un pôle des cultures urbaines, parc de l'économie sociale et solidaire, qui dynamisera et transformera l'ensemble du quartier. Même si l'histoire de cet espace est déjà connue, allant des vestiges gallo-romains aux questions de pollution-dépollution, un groupe intergénérationnel de collégiens colombiérois et de seniors a choisi de mener l'enquête. L'objectif est de sonder la mémoire du lieu en s'intéressant plus particulièrement à la présence américaine et en allant à la rencontre de témoins de cette époque. Comment était ressentie cette présence américaine qui dura de 1944 à 1963 ? Y a-t-il eu des liens, des amitiés, des mariages, des méfiances, des rivalités entre habitants du quartier et militaires ? Comment a été vécu le départ des troupes et le vide laissé ensuite dans le paysage ? Pour restituer cette mémoire, les témoins nous livrent leurs souvenirs. Dans le musée, on n'a qu'une seule vitrine consacrée à Chamier, malheureusement, donc on a assez peu d'objets, alors que ça devait être un complexe assez important. Les murs retrouvés sont conséquents, donc ils pensent qu'il y avait vraiment quelque chose d'important, mais ça a été malheureusement pas mal détruit. Si c'est une villa à Chamier, elle était, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, absolument gigantesque. Vous avez de très beaux petits objets, et notamment une figurine qui représente Mercure ici, le petit Mercure avec le casque ailé. On a une patte de félin en argent. Et voilà le type de fragment de mosaïque qu'on a pu retrouver au niveau des bains des thermes. Des moulures, des bâtiments. On a retrouvé une petite herminette pour la taille de la pierre ici. Alors ils ont également retrouvé à Chamier, ça c'est ce que j'ai lu dans le rapport de fouille, ils ont retrouvé visiblement pas mal d'ateliers de tabletterie. La tabletterie c'est tailler des objets dans des os. Et là vous avez notamment une patte de félin qui a été taillée dans l'os. Je suis arrivé à la division dépôt à la fin avril ou début mai 1956. Quand les Américains étaient là, oui. Qu'est-ce que vous en avez connu ou qu'est-ce que vous vous rappelez? Parce que vous étiez petite, vous avez quel âge? Ben, j'avais 5 ans. Ah oui, c'était petit. J'avais 5 ans. Ben, moi, je me rappelle que il y avait beaucoup de camions, c'était du matériel américain. De quelle manière avez-vous vécu cette présence américaine? Moi, j'étais petit à cette époque, donc j'avais 5 ans. Je me souviens lorsqu'ils ont arrêté leur camion chargé de militaires devant la cour de l'école. Ils nous ont lancé des chewing-gums. À leur arrivée, ce chewing-gum avait un goût spécial, pas très bon. Non. Nous étions contents quand même et criaient des « Viva, viva, viva !» Leur parler et leur tenue américaine nous surprenaient. Le dépôt se composait d'environ 200 soldats et d'un peu plus de 20 officiers. Donc il y avait cantine, il y avait tout ça. Ah oui. Et les dortoirs, les cuisines, les pompiers, pompiers, il y avait tout. Hein. D'accord. L'école. Tout. Ben, le dortoir, c'était surtout donc, le grand bâtiment qui reste sur le côté, là, qui est en travers. Vert, là, un peu. Là. Il y a des archives, qui a 2 ou 3 étages. Là. Je me rappelle du terrain de basket qui était à côté de chez Charrière. Il y avait un terrain de sport, il y avait un terrain de basket, il y avait une tribune où ils se changeaient, il y avait la douche et tout. Je me rappelle des rapatriés, le bâtiment qui existe encore dans le camp. Là, c'était leur... ils avaient des chambres, ils avaient cuisine. Et le Mirador. Le Mirador, oui, il y en avait quelques-uns, il y en avait 4. Il y avait plusieurs Miradors. Ben, la photo que j'ai donnée, où il y a ma mère, c'est Mirador. Il y avait dans le camp, porte ouverte, une fois par an. J'ai pu visiter les installations intérieures
dortoir, chambre, stockage, armement, le mess des officiers, l'école d'enfants et l'instit féminine très sympa qui nous envoyait des gros bisous à notre passage. Il y avait la petite guitoune là, toujours avec le militaire de service. Oui. Hein, bye bye. Et puis il y avait un autre grand portail. Et puis ça continuait, ça faisait tout le grand tour. Ça passait par la rue Jean Cessa. C'est ça. Ils avaient même, on les voyait jouer au basket en bas et tout. Et ils avaient tout. Il faisait des portes ouvertes tous les ans. Ouais, On nous en a parlé. Voilà. Et là, on rentrait, bien sûr. Alors nous, enfants, on était intéressés parce qu'ils nous, ils nous offraient des gâteaux. Alors des gâteaux américains. À l'époque, c'était un goût nouveau, oui. avec de la cannelle, bien sûr. Mais je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Je l'ai appris par la suite. Beaucoup de crème. Ces espèces de gros gâteaux comme on voit dans les films. Mais c'était sympa, donc on pouvait visiter le mess, on visitait les cantines, on visitait les dortoirs, tout ça. Et on faisait un petit tour du camp. Puis voilà, c'était tout, quoi. C'était histoire d'être conviviaux. Oui, on voulait se montrer conviviaux. Je sais qu'il y avait, parfois, je crois qu'il y a eu des séances de cinéma où ils invitaient les enfants du quartier. Lever à 6h, prendre une douche ou se raser, se mettre en formation à 6h30. Le commandant de la compagnie faisait l'appel et l'inspection tous les matins. Nous devions être présents au travail dans nos lieux d'affectation à 8h. Et comme travail, qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur? Alors à l'intérieur, le camp, c'était un camp qui était fait pour stocker toutes les fournitures de tout le sud-ouest de la France, toutes les fournitures, les habits. Ils ne stockaient pas les armes. Non, pas les armes. Non. Qu'est-ce qu'ils en faisaient de ces vêtements? Eh bien, ils les distribuaient à tout. Il y avait un camp à la Braconne, il y avait un camp dans tout le sud-ouest, il y avait des camps, c'était centralisé à Périgueux pour pour les soldats américains. Pour les soldats américains des autres bases. Leur stock, c'était du côté de Toulon, vers où il y a la filature, là, par là? Non, vous savez où était la salle des sports au Toulon, là, où était Gontier au début. C'était là qu'ils étaient des stocks d'habillement. Donc ils traversaient, c'était par la rivière. Et la nourriture était chez nous et les habillements étaient là-bas. Ici, il y avait des dépôts, des magasins de stockage de marchandises essentiellement et de pièces détachées, parce qu'ils avaient des GMC, tout ça, ils réparaient leurs propres. Qui venaient par le rail, sur la voie de Bordeaux, un train qui faisait marche arrière avec des marchandises, des trains de marchandises, et qui venaient livrer ici. Il y avait effectivement des citernes, mais il y avait aussi des wagons fermés. On les regardait s'entraîner, on les regardait faire... Ils étaient très sportifs quand même à l'intérieur, hein. Ils faisaient toujours... Alors, j'ai jamais vraiment visité de caserne, je ne sais pas s'il faut autant de sport en caserne, mais là en tout cas ils en faisaient quand même beaucoup. Et puis des fois le dimanche, il y avait ils jouaient au baseball. Ils devaient recevoir du monde parce qu'ils devaient, je sais pas moi, il y avait des gradins en bois et un pare-balles. Oui, pour qu'elle sorte dans le ponton, on va pouvoir et les gars avec la matraque qui a envoyé ça au loin. Et nous, gosses, on regardait, et mon père disait attention, restez pas à côté parce que c'est pas une balle, hein. Elle est dure, hein. On ne recevait pas sur la tête. Et nous, on avait le droit d'aller voir les matchs de baseball. On y avait le droit. Nous, ça, pour ça, on rentrait, ils nous connaissaient, on allait voir le match de baseball. Alors, on avait droit aux grandes bouteilles de coca qui étaient immenses avec un grand coup. On avait droit aux camels, les cigarettes. On avait droit au chocolat. Et ils étaient charmants avec nous. Et donc en 1953, ceux qui étaient venus et qui peut-être étaient un peu plus âgés, et peut-être avec leur famille, en tout cas pour les officiers, s'ils avaient des enfants, les enfants allaient à l'école du village? Non, il y a l'école militaire américaine. Dans le camp. Oh. Vous avez parlé des enfants des soldats américains. Est-ce qu'ils venaient à l'école à Chamier? Non, il y avait une école qui existe toujours apparemment, du moins le bâtiment, dans le camp. Le long de la rue, là. Oui, t'es là. Vous avez parlé d'école, je ne sais pas si j'ai bien compris, il y avait une école dans le camp?
Oui. Une école pour donc parce qu'il y avait des enfants dans le camp. Tout à fait. Ah oui. Ils faisaient les officiers, les officiers sous militaires. Moi, je pensais pas qu'il y avait des familles. Les officiers sous-officiers, ils faisaient suivre les enfants. D'accord. Il y avait plus d'une cinquantaine d'enfants. Hein. Ils étaient le long de la route, juste avant le camp américain, juste avant l'entrée du camp. Lorsque les Américains sont arrivés, ils n'étaient pas bien considérés par la population du Bachamier. Non. À savoir, en plus, à l'époque, ce quartier du Bachamier était réputé rouge, c'est-à-dire majorité communiste. C'est ça. Mon frère aîné, qui est décédé à ce jour, ne pouvait pas sentir les Américains. Non, il était plutôt... Et alors, je vous raconte, le soir, ils les attendaient au point de Coutras, qui existe toujours. Il y a un passage pour les vélos, les piétons, au point de Coutras. Ils les attendaient, là, qu'ils regagnaient leur caserne à pied. Ils les attrapaient et par-dessus la rambarde, ils les foutaient à l'eau. Ah quoi, les Américains, il était fort. Ah oui, j'avais mon frère, on me l'a toujours dit, dans sa jeunesse, il avait une force terrible. Et vos parents, est-ce qu'ils en parlaient? Ah, mais ils en parlaient, oui, ils en parlaient, parce qu'ils étaient gentils envers le voisinage, les Américains. Et sinon, quels étaient vos rapports avec eux et vos parents? Est-ce que vous pensez que vos parents avaient des rapports avec, surtout ceux qui habitaient à côté? Bon Pierre, oui. Ouais. Oui, bonjour, bonsoir. Il y en avait qui parlaient français. Il y avait un ingénieur agronome qui venait tous les jours voir mon grand-père ou mon père. Ah oui. Pour poser des questions, il regardait et puis il analysait les trucs et tout ça. Ah oui, mais par rapport à leur métier de jardinier. Pour les légumes et tout. D'accord. Parmi les bonnes relations, je citerai les deux basketteurs, là, Charlie Tucker, et puis Langston, qui avait renforcé l'équipe de basket de l'USP Rigourding. Vous aviez plus ou moins quel âge à ce moment-là? Alors, avec les amis américains? j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec mon frère parce que il faisait partie de la bande. Il me dit, moi je devais avoir 8, 9 ou 10 ans, et puis moi je devais avoir 11, 12 ou 13 ans. Ah oui. Voilà, c'était quelque chose du genre. Ah, d'accord. Et les Américains, ils avaient à peu près... Ils avaient à peu près notre âge, mais je suis incapable de vous dire et leur prénom. Ah oui. Ah oui, ça c'est complètement parti. Le seul nom dont je me souviens, c'est le nom de famille. Ah. Il s'appelait Préwitt. Donc le couple habitait là juste à côté, et la maman était rentrée en relation aussi avec ma mère, avec notre mère à nous. Oui. Et puis elles se sont rencontrées, et puis voilà quoi. Et de temps en temps, le papa nous mettait dans sa voiture. C'était, d'après mon frère, qui a meilleure mémoire que moi, une Chevrolet. Et on était fourrés là-dedans, mais c'était une grande voiture. Oui. Et il nous a menés au camp. Il y a 2 ou 3 jours, j'en discutais avec mes sœurs, du coup, je savais que vous veniez. Est-ce que vous avez, vous, des souvenirs? Des souvenirs. Alors elles ne sont jamais montées manger les glaces et tout. Par contre, elles ont un souvenir que moi je n'ai pas du tout. C'est un repas que notre mère avait organisé, et toute la famille américaine était à la maison. Vraisemblablement avant leur départ définitif de Périgueux. Le papa, c'était un officier alors, je pense qu'il était officier. De ce qu'on en a compris, les officiers étaient habitaient à l'extérieur du camp. Et alors que les autres les soldats habitaient dans le camp. Oui, on s'habituait, on nous disait, les parents, il faut faire attention, les parents nous accompagnaient, parce que les jeunes, ils étaient dans les rues. Hein. Et puis nous, on allait à l'école à pied. Autant les noirs que les blancs. Oui, tout à fait, voilà. Tout à fait, on allait à l'école à pied. Mon papa ne se tournait pas en voiture à l'époque. C'était à pied, le matin il faisait noir et nous accompagnait jusqu'au passage à niveau, passer le camp. Ah oui, c'est ça. Ah oui, donc il y avait quand même, par rapport au camp, une prudence, en disant, tu n'y vas pas toute seule, on nous accompagne. Je pense qu'ils ont été relativement bien acceptés, même si on était quand même dans un fief assez rouge, communiste, Chamier, Périgueux socialiste. Voilà. Et malgré ça,
Il y avait de temps en temps quelques écritures du style US Go Home, tu vois, rentrez chez vous. Mais bon, ça restait pas longtemps. Et puis, il n'y avait pas d'agression à proprement parler ou de tentative de quoi que ce soit vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que le problème du camp américain, pour nous qui habitons juste à côté, on n'a jamais été embêtés par qui que ce soit sur le plan voisinage, sur le plan... Sauf que l'avantage, c'est que de temps en temps, il y avait des boîtes de conserve qui passaient et on allait les récupérer le soir. Et mon père, il était fou, c'est qu'en haut, un soir, il n'y avait rien. Le lendemain matin, il y avait peut-être 2 camions dans son jardin de pommes de terre, de topinambours et de carottes. Mais ils avaient cru que c'était autre chose de meilleur, ils les ont laissés. Moi, ce que je me souviens surtout, c'est l'éblouissement de la population de Chamiers face à ces Américains. Enfin, entre guillemets. Parce qu'ils n'avaient pas du tout la même vie, ils ne mangeaient pas comme nous, je vous ai dit tout à l'heure, ils mettaient tout en boîte. De temps en temps, quelques boîtes passaient, et jusqu'au soir, on voit un gars qui frappe à la porte, il avait une grosse boîte de 5 litres au moins, et une petite cuillère égouttée. Et mes parents, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais voir Lulu. C'était mon frère. Et ça, c'est pour Lulu. Mon père regarde. Ça ressemblait un peu à de la purée de tomates. Il passe le doigt, il goûte. Ah, mais il a craché une flamme. C'était de la harissa pure. Ah, tu m'étonnes. Il mangeait ça à la petite cuillère. Quelle image tu avais des soldats américains? Bon, les soldats américains, pour moi, c'était les libérateurs. Il faut être clair. Et puis, ils étaient charmants avec nous. Ce pas des gens qui étaient agressifs ni quoi que ce soit. Mais avec les parents, des fois, il y avait des petites frictions. Il y avait des petites frictions parce qu'il y avait la barrière de la langue. Déjà, ils ne se comprenaient pas toujours. Et puis, il faut se dire une chose où j'ai compris après coup, ils étaient dans un pays conquis. Attention. Ils étaient chez eux, là, quoi. Ils nous avaient aidés, mais ils voulaient rester. Il y a eu beaucoup d'inscriptions qu'on ne voit plus. Il y en a une à Périgueux qui reste, US Go Home. C'était marqué beaucoup. C'est vrai que nous, on avait des contacts, ils étaient très gentils avec nous, mais nous, on était des enfants. Ils nous faisaient voir comment plonger, comment faire des pirouettes, comment faire des roulades, comment faire des... Quand ils allaient à la piscine. Alors là, tout le monde était béat d'admiration devant eux. Ils étaient très téméraires et très... oui, les garçons français doivent être drôlement jaloux, non? Mais ils le faisaient pareil, du coup. Nous, en tant qu'enfants, c'était des rapports très cordiaux et des rapports d'émerveillement un peu. Quand on est petit, on voit ça. Ça nous faisait rêver un petit peu. Puis l'Amérique, c'était loin. Et oui. Ils venaient de loin, tu te rends compte. C'était, bon, maintenant, c'est un saut d'avion, mais à l'époque, bon. Alors, les parents étaient indifférents. Ils étaient indifférents. Il n'y avait pas de commentaires particuliers sur la base américaine. J'ai jamais entendu de mots, comment dirais-je, qui soient hostiles. Pas plus que de mots bienveillants, mais c'était commun, c'était accepté, on va dire. Oui, parce qu'en fin de compte, c'était eux qui nous avaient libérés. Oui, alors il y avait ça, et puis le plan Marshall, bien sûr, qui avait apporté pas mal d'améliorations dans nos quotidiens. Nous, on est tombé dans les 30 glorieuses, là. C'est parti de là. Donc il y avait une forme de respect malgré tout. C'était des communistes. Alors, quand ils avaient fait une bonne java, ça se payait les coups à boire et tout. Et puis après, hop, il y en avait un qui disait quelque chose et badaboum, ça partait en live. Même le soir, quasiment, il débarquait à la maison. Et pourtant, mon père, je vous dis, c'était un communiste 100%. Il acceptait. Il les acceptait. Oui, il les acceptait. La seule chose qu'il n'a pas accepté, c'est qu'il y en ait un qui lui prenne sa fille. C'est tout.
J'ai rencontré une fille qui allait devenir ma femme à la place Saint-Martin à Périgueux lors d'une petite foire à l'été 1956. Ah oui, les filles étaient interdites de fréquenter les Américaines. Si elles voyaient les Américains, c'était une cachette. C'est ça. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont partis, qui sont mariés avec eux. Il y en a qui sont restés, qui ont eu des enfants qui sont restés. Alors là, ça... Dans les années 50-60, oui, là, c'était quand même un petit peu compliqué. Ouais, ah oui, hein, c'était très avoir un enfant d'un Américain qui après s'en va en plus. Donc, se retrouver seul. Puis bon, à l'époque, c'était quand même un petit peu moins que maintenant. On était moins tolérants. C'est vrai que les parents, il y en a qui étaient très très durs avec leurs enfants. Oui, il y en a, on nous l'a dit déjà. Je pense qu'il y a des filles qui ont dû beaucoup souffrir de ça. Hein, Il y a même des personnes du Bachamier qui se sont mariées, que je connais, qui sont aux États-Unis. Qui se sont mariées avec des soldats. Dans ma propre famille, puisque un de mes oncles avait 3 filles, dont 2 sont partis vivre aux USA avec des Américains qu'elles ont rencontrés ici. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le côté romantique de la chose. Ma sœur, elle fréquentait ce gradé et ils étaient pour se marier. C'est mon père qui lui a interdit. De se marier? Ah oui. Il a dit, oui, bon ben, tant qu'elle le fréquentait comme ça, ça allait très bien. Mais quand elle a parlé que Andy, il avait demandé en mariage et qu'il allait l'amener aux États-Unis. Ah le père, il en est hors de question. Et du haut de vos 5 ans, si je peux dire, qu'est-ce que vous vous souvenez De ce que je sais, c'est bon avec mes parents, parce qu'ils ont connu quand même le truc. À côté, au Bachamier, il y avait tuyau de gaz qui passait au-dessus de la rivière. Et il y avait une grosse montagne de terre et les Américains venaient faire du motocross et ils faisaient des pirouettes là-dessus. C'était des... Parce que j'étais un peu fou. Mais Il y en avait un en particulier, John, qui sortait avec un vélo. Je vous en ai parlé l'autre jour. Ouais. Qui était très drôle. Une espèce de vélo. Pour freiner, il appuyait sur une béquille qui se mettait en travers de la roue arrière et ça dérapait. Ah bon? Alors, je me souviens de ça avec lui. Les Américains, pour gagner du temps, ils piquaient des vélos aux gens du quartier. D'accord. La nuit, ça se faisait le soir, ça, pour aller au colonial ou je sais pas où, on allait voir le cours. Ils revenaient, ils balançaient les vélos à l'eau sur le pont de Coudran. Ça fait pas ça. Alors le lendemain, les habitants du quartier en colère, ils étaient tous avec des grandes cordes et des harpons pour récupérer les vélos. Ils devaient être contents, les habitants. D'accord. Mais les Américains, en fait, ils n'allaient pas se promener dans le quartier, ils ne sortaient pas de leur camp finalement. Ah si, ils allaient à la boîte de nuit. Oui, mais à part la boîte de nuit, et puis il y avait la military police, la military police. Oui, la police militaire. Dans leur jeep, là. Dans leur jeep. Ah, oui, mais qu'est-ce qu'ils faisaient Ah, mais attention, s'ils trouvaient un Américain en train de faire un missile ou n'importe quoi, ils ne prenaient pas des gars. Hein. Les MP, oui, military police. Hein. Et les militaires, quand ils allaient à Périgueux, dans le centre-ville, eh bien, c'était pour boire. Et quand ils avaient trop bu, les patrons de bar, ils appelaient la MP, et la MP venait, et là, c'était les grands noirs. Alors là, c'était impressionnant. Hein. Quand on les voyait débarquer, tout le monde regardait comme s'il y avait un attentat. Avec le jeep, là. Ah non, mais il est ramassé, il est chargé. Il est chargé sans discussion, comme des sacs de pommes de terre que vous tirez dans la jeep. Bouf, les pièces dépassées, ça fait on démarre, et là, il la matraque, hein. Il tapait avec une grosse matraque en bois sur la tête. Ah oui, c'était très sévère, la MP. Dans ce bar, là, donc avec du maréchal Juin, là, je pense qu'ils avaient vraiment dosé. Puis j'en venais de ville, je sais pas, que les copains. Puis devant, il y avait une Jeep qui était arrêtée, avec 4 mecs dedans, pareil avec les casques, là, MP, ils sont descendus de la Jeep, ils sont rentrés dans le bar. Oh, ça n'a pas mis longtemps, 30 secondes, pouf, pouf, un deuxième, un troisième, un quatrième.
Ils me les ont expulsés du bord, mais un coup de gourdin. Hein. Je sens au fait qu'il y a un fourgon qui est arrivé. Ils m'ont chargé tous ces paquets de viande dedans. Par contre, le résultat après arrivé là-bas en bas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que ils ont pas dû avoir les remerciements. Hein. Les Américains, ils s'approvisionnaient où? Pour manger ils s'approvisionnaient par eux-mêmes. Ils avaient des fournisseurs à eux. Hein. C'était un peu en basse clos alors quand même. Oui, parce qu'on ne faisait pas marcher finalement le commerce extérieur. Il y avait 5 petites épiceries à Chamiers, mais ils ne les faisaient pas travailler. Il y avait un embranchement particulier de la SNCF qui entrait dans le camp, mais les fournitures arrivaient aussi par le train. En face des ateliers SNCF, au Bachamier toujours, il y avait un bar réputé, et le soir et le dimanche, la patronne Gabi invitait les ricains pour boire et fumer avec de la musique et quelques filles. Mes copains et moi, on en profitait pour leur voler les briquets, les cigarettes, les ceintures que l'on troquait. C'était super à l'époque. Et ben moi, ça me paraissait bien parce qu'ils mettaient de l'animation. C'était des beaux garçons, athlétiques, sportifs et tout. Ils avaient des belles voitures. Quand ils passaient avec leur camion, ils nous donnaient des chewing-gums, voire du chocolat parfois. Donc c'était très bien parce qu'à cette époque, on n'en avait quand même pas beaucoup. Les friandises, on en trouvait moins que maintenant, donc c'était bien. Mais ils sont fous ces Américains parce qu'ils mettaient tout en conserve, tout en boîte. Même les pommes de terre, vous vous rendez compte? Les pommes de terre étaient en boîte. Nous, on était dans notre maison, vous voyez où les grillages, c'est 7 mètres. Mais de l'autre côté, à 2 mètres, il y avait les bureaux et les machines de réserve de bouffe. Là. Alors, ils nous passaient n'importe quoi, de la bouffe, ils nous en donnaient. Alors, au-delà même, des chewing-gums, des trucs comme ça. Ah oui, ça, ils étaient gentils de ce côté-là. Du chocolat aussi. Ils avaient des barres de chewing-gum. Bon, on était gosses, hein. Mais pour moi, c'était énorme. Elles étaient longues comme ça, peut-être comme ça. Mais quand on est gosse, on les voit énormes, avec des crans comme il se fait maintenant. Et tiens, tu veux un chewing-gum, tiens. Alors, il n'y avait que le grillage qui nous séparait, mais on passait dessous, on passait haut. Mais chez nous, ils avaient fait une porte carrément. Ouais, carrément. Pour aller jusqu'au Et on nous donnait du chewing-gum, des bonbons, du coca. Et puis ils avaient aussi ils avaient importé les danses américaines, le swing. Oui, c'est ça. Oui, mais ça, par exemple, il n'y avait quand même pas de musiciens de jazz qui sont venus grâce à eux. En 50 aussi, il y avait un orchestre américain. Dans le camp Oui, mais qui étaient des soldats. C'est ça. Des soldats. Alors, tous les 14 juillet, ils allaient à Sur-Tournai, où il y avait le kiosque, qu'ils ont refait. Et il y avait des concerts de Glenn Miller. Là, à Chamiers, ils apportaient beaucoup de modernité, hein, parce qu'ils étaient plus modernes que nous. Hein, ils ont appris beaucoup de choses. Hein. Ils nous ont appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Hein. Je me rappelle une chose, ils donnaient du charbon. Ça m'avait choqué, moi, une fois, parce que j'étais venu en vacances, et c'était l'hiver, et ma mère m'avait donné un seau pour aller chercher du charbon. Ils vous donnaient un seau de charbon le soir au dépôt en bas, aux gens qui en voulaient, quoi. J'ai trouvé que c'était une période de ma vie, c'était fantastique. Étant donné que ma soeur fréquentait ce monsieur, il m'a mené promener et tout, c'est la belle vie, hein, honnêtement. Et je vous dis, quand ils arrivaient, même les gradés à la maison, bon, ils discutaient avec ma mère parce que comme elle parlait allemand, français, et puis qu'eux, ils avaient aussi des notions, donc ça discutait, ils avaient sympathisé. Et puis en fait, ils arrivaient, ils étaient toujours chargés. Des bacs de glace, on n'avait jamais vu ça de notre vie. Des cartons de glace comme ça, maman disait, mais attends, tout ce que je vais mettre. Et les beurres de cacahuètes, mais tout. Et du coca, vous avez connu tout.
Le chewing-gum, oui. Tout. Il nous a Des porté. choses que vous ne connaissiez pas. Ah ben tout à fait. Moi je crois que c'est la première fois que j'ai goûté le beurre de cacahuète. En haut, là, c'était rue Roger Dabadie. Non, c'était en bas à côté de ça. Ah oui, mais là en haut, derrière, un peu plus haut que la pharmacie. Oui, là, rue La Bussy, j'ai jamais vu pour la rue. Mais c'est pareil, il y avait un petit cabanon qui était au fond du jardin. Un soir, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bien, ce cabanon a pris feu. Donc les gens ont appelé les pompiers, donc Périgueux. Mais à l'époque, le matériel qu'avait Périgueux, c'était un peu obsolète, on va dire. Donc c'était insuffisant. Ils sont venus. Ils ont fait appel, ils ont appelé carrément les Américains. Mais alors quand j'ai vu débarquer les Américains, avec le matériel qu'ils avaient, ils étaient plus en avance que nous. J'ai dit, mais Périgueux, mais c'est quoi? Et bien alors en plus, ils avaient quand même des tenues, rien à voir avec nous les Français. Hein. Ils avaient des espèces de tenues avec des grands casques qui descendaient presque à moitié du dos comme ça. Et les camions, il n'y avait pas de cabine. Hein. Il y avait des marchepieds de chaque côté du camion. Et ils étaient accrochés après. Mais une fois arrivés, c'était l'affaire de 10 minutes. Alors moi je les ai vus dans le café qui est juste à côté de l'entrée de la SNCF, du PO. Nous on joue au flipper avec les copains de temps en temps. Et ils buvaient des bières pression. Et ils rajoutaient, alors ils prenaient un œuf dur souvent, et ils rajoutaient un peu de sel dedans. Et ça m'avait intrigué. Bon, j'ai jamais osé demander, déjà il fallait pouvoir parler. Et pourquoi faisait-il ça? Alors je remarquais qu'à chaque fois qu'ils mettaient du sel, ça bullait. Alors est-ce que c'était pour enlever le gaz carbonique? Je ne sais pas, mais ça m'avait frappé. J'avais remarqué ça. Quoi. Il avait fait copain avec un jeune. La seule chose que je me souviens, c'est qu'il avait une voiture super longue, blanche, intérieur cuir rouge. C'était une Cadillac. Ah oui, ils n'avaient que les voitures. On n'en voyait pas, hein. C'était les Cadillacs, c'était les Pontiac, c'était l'Oldsmobile, c'était les grosses voitures américaines. Et puis, est-ce que vous les voyez circuler dans Chamiers? Ah, mais ça arrivait qu'ils se promenaient, oui. Ils avaient des grosses voitures. Et c'est les femmes qui s'arrêtaient, pas les hommes. Hein. Les femmes, on leur faisait signe, ils montaient du bas Chamiers jusqu'au route de Bordeaux dans ces grosses voitures. Comme je pense Périgueux, le grand Périgueux a acheté, ils ont décidé, bon, pour la pollution des toits, l'amiante, tout ça, ils ont démoli ce qui restait tombé. Et bon, depuis c'est les ça c'était surtout pour l'amiante en fait dans les bâtiments. Je pense. Puis bon, il y a des bâtiments, ils ne méritaient pas de les garder. De rester, oui. Les autres, ils auraient dû les garder, même en enlevant les toitures, parce que bon, ils étaient bardés, mais de tôle, je crois. Quelque chose comme ça. Mais ils en ont démoli 3 ou 4, je crois, que les Américains avaient fait. Il y a 7 halles qui font toute la même largeur, des hauteurs différentes en fonction des besoins, et entre lesquelles il y a des blocs plus bas dans lesquels il y a les sanitaires, les rangements, les locaux techniques, tous les locaux annexes. On est sur des très grands volumes, chaque pièce on est entre 150 et 600, un petit 700 mètres carrés sur le skatepark. Et je crois que la plus petite des pièces, c'est la danse qui fait 120, la capoeira 150. Donc on est vraiment dans des très gros espaces à chaque fois. Donc sur le site là-bas, qui est prévu pour 2021, si tout va bien, il y aura donc un skatepark ouvert comme ici, mais plus grand, qui sera géré par notre association, donc tout ce qui est roller, trottinette, BMX et skate. Une salle dédiée au mouvement, donc plutôt parcours, les yamakasi, street workout, la gym de rue. Il y a un autre lieu qui est destiné au mouvement, mais plus en musique, donc là plutôt de la danse, la capoeira, tintamarre, la samba, la batucada. Il y aura des ateliers qu'on appelle DIDO, donc de la fabrication recyclée des objets,
Vélorussion sera là aussi avec un atelier de réparation de vélos. Il y aura un espace de coworking mis à disposition des assos ou de tout autre gens qui auraient besoin de bureaux pour travailler. Il y aura un espace ressources concernant l'économie sociale et solidaire. Il y aura un petit auditorium, une salle polyvalente qui servira aussi bien pour des spectacles, des conventions, des projections, des concerts. Et il y aura un restaurant. Voilà, ça c'est tout ce qui est intérieur. Le hangar qui reste là, donc celui qui reste là, bon alors ils sont très rouillés, je ne sais pas comment ils vont être restaurés ou pas. Ils vont pas être restaurés, ils vont être utilisés comme zone de stockage. Ouais, parce qu'en fait, en fait, on ne peut pas aujourd'hui, enfin ce qui est très compliqué dans nos métiers, c'est que tout est très normé et très réglementé. Donc si on veut imaginer les réutiliser en mettant une couverture, en mettant des murs, il faut qu'on puisse justifier de leur stabilité et on ne peut pas en justifier parce que c'est des trucs qui ont été construits à un moment où on n'utilisait pas les mêmes alliages de métaux, on n'utilisait pas les mêmes types d'assemblage. Donc si on voulait les refermer et les utiliser comme des bâtiments, il faudrait qu'on les reconstruise. Donc il y aura des jardins, il y aura donc des jardins, pouvoir développer des jardins partagés. Non seulement on pourra faire du jardin, mais il y aura aussi une zone qui sera une zone un peu test de ce qu'on appelle la phytoremédiation, c'est-à-dire de la dévolution du sol par les plantes. Des hébergements atypiques, c'est-à-dire on va recycler des anciens wagons pour en faire de l'hébergement à vocation touristique ou d'accueil, enfin voilà, de groupe. Une grande esplanade qui sera laissée libre exprès pour pouvoir développer tout un tas de pratiques, que ce soit de la découverte sportive ou alors des petits concerts ou des événements ou des balades ou autres. Et puis il y a sur le site déjà, donc il y a déjà la maison éclusière qui est présente, c'est le seul bâtiment qui aujourd'hui est construit sur le site et qui a vocation à devenir la maison du projet là très rapidement maintenant, pour pouvoir travailler sur l'information, la concertation, les ateliers. Et en fait, maison éclusière, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une passerelle qui va être construite depuis l'autre rive, une passerelle piétonne qui va arriver ici. Et donc à partir du moment où il y aura cette passerelle, effectivement, ça sera une des entrées principales du site. On devrait lancer la consultation des entreprises avant l'été pour demander des offres mi-septembre, en espérant attribuer les marchés de travaux avant Noël et démarrer au plus tard en janvier le chantier, pour une mise en service de l'ensemble à la rentrée 2021. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, on pas tout ça à mon âge maintenant. Non, on n'était pas tellement d'accord, mais non, on ne peut rien. À part que ça va nous apporter beaucoup de monde, enfin, si ça marche. Oui. Parce qu'ils passeront par le camp, des vélos. Voilà, et par la grande avenue. Ah oui, il y aura plus de voitures, plus de monde. Pas de voitures. Ah. Les voitures ne passent pas sur les passerelles. Non, mais ça. Et ce qui serait très bien aussi, c'est qu'ils fassent vraiment cette passerelle qu'ils ont envisagé de faire pour rejoindre le quartier du Toulon. Parce que le quartier du Toulon, c'est un peu triste aussi quand même. Oui, ça créerait un lien. Ça créerait un lien. Et un lieu de rencontre pour des jeunes. D'animation, où il y a des adultes aussi, quand même. Ouais. Et puis voilà. Et puis ça sortirait chacun de ces espèces de... Oui. Faut pas dire ghetto, mais enfin de lieux un peu fermés. Oui. Oui. Parce que bon, quand on voit Chamier, ben, il y a d'un côté la rivière et de l'autre côté la nationale. Oui. Et de l'autre côté de la nationale, des résidences qui n'acceptent pas beaucoup les gens d'en face. Parce que voilà. Moi, je crois que c'est un très très bon projet. Vous voulez nous dire un peu plus? Moi, le projet, il est pas mal. Sur l'ensemble, on ne peut pas dire que c'est... On a tellement entendu. Moi, j'estime qu'on pouvait faire autre chose. Oui, on peut toujours. On peut faire autre chose. Parce qu'on est en train de... Moi, je trouve que depuis qu'il y a eu la création de la voie verte, ils ont tout détruit. Pour moi, tout ce qui est nature, ils l'ont détruit. Ah oui. Donc ça, s'ils l'ont détruit, là... Ça, il n'y a plus un nid de colvert. Tous ces trucs-là, tout ce qu'il y avait le long de la rivière, quand il n'y avait pas la voie verte.
Hein? Moi, il y avait beaucoup d'oiseaux, il y avait beaucoup de canards. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Et on va faire la même chose de notre côté. Ce qui est prévu pour le cas américain dans le projet ne nous pose pas de problème, pas de souci par rapport à ça. Ça vous inquiète pas? Non. Oui, c'est bien. Non, moi D'accord. Au contraire, ça va changer cette espèce de verrue qu'il y a. Oui, oui, c'est vrai, oui. Et qui ne sert à rien. Je pense que c'est quand même quelque chose de relativement intéressant. Ouais. Maintenant que ça va renaître, Voilà. un truc où il va y avoir des jeunes, de l'animation et tout, ça va être super. Mais quand il parlait des vestiges gallo-romains, c'est comme vraiment comme des unas, quoi. C'est quand même des belles ruines quand même, des beaux vestiges. Ouais, le pont. Je m'arrêtais même devant la caserne pour le regarder comme ils disaient les couleurs, hein. Il y avait les hommes de coupe, ils disaient. Le drapeau américain. C'était un drapeau américain, ouais. Oui, et puis il chantait. Et la musique, c'était ta 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 ta. Ça s'inspire dans votre mémoire. Vous n'êtes jamais entré dans le camp? Si, je suis rentrée dans le camp, mais là j'avais quel âge? J'avais 12-13 ans que mon père travaillait pour le camp. Tu te souviens? Ah oui. Alors ça, c'est ça que je me rappelle pas. Oui, mon père travaillait pour le camp, mais en tant que génie français. Parce qu'il y avait des Français qui travaillaient, ils ramassaient les poubelles. Les poubelles des militaires. Nous avions des alertes de temps en temps. Ces alertes étaient destinées à l'entraînement et aussi lorsqu'il y avait des problèmes en Europe. Pendant les alertes, nous devions porter nos fusils M1 avec nous toute la journée. Quand il y avait des fêtes françaises, nous avions parfois l'armée française comme invitée. Nous avions des défilés, nous étions en compétition avec eux dans les exercices de marche et l'ordre rapproché. L'armée française a toujours été la plus performante. Je pense qu'elle avait plus d'entraînement. Mon salaire était de 85 $ par mois, puis de 105 $. Les cigarettes coûtaient 1,5 $ la cartouche au dépôt. Nous avions droit qu'à 2 cartouches par semaine et je vendais la mienne en ville.